Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Comme vous le savez peut-être, ce dimanche 29 mai, nous avons organisé une table ronde en hommage à Georges Pérez. Nous avons accueilli Aurélien Vives, CM de Panini Comics, Cyril de Mighty Blog et Arnaud Tomasini, rédacteur en chef de Comics Blog, qui nous ont accompagnés pour parler pendant un peu plus d'une heure de la carrière de ce grand homme qu'est Georges Pérez. Vous allez regarder donc la rediffusion de cette table ronde, la captation vidéo. Cependant, nous tenons à vous informer que nous avons eu quelques soucis techniques pendant la captation vidéo, malheureusement. Certaines parties vidéo ont sauté, on a réussi à récupérer l'audio, mais malheureusement l'audio est pas dans une qualité excellente, ça reste audible, cela dit. On a essayé de travailler ça pour que ça soit de la plus belle façon possible pour vous, avec les moyens du bord, bien sûr. Et on s'excuse du coup du petit désagrément, mais on vous souhaite quand même un très bon visionnage et profitez avec nous de ces magnifiques intervenants qui parlent de cet homme incroyablement talentueux qu'est Georges Pérez. Bonjour et merci à vous tous d'être venus pour nous accompagner dans cette table ronde hommage à Georges Pérez. Donc du coup on va revenir un petit peu rapidement en fait sur la carrière du bonhomme avant de vous laisser dialoguer et parler un petit peu de ce grand monsieur. Donc Georges Pérez, pour ceux qui ne verraient pas, c'est ce bon monsieur jovial, toujours jovial sur les photos, et capable de dessiner des pages sublimes qui faisaient jaillir des dizaines de personnages, de héros et d'héroïnes. Un art hyper généreux et toujours grandiose, que si on se fie aux témoignages des derniers mois, était un mantra que l'homme appliquait derrière la planche à dessin et dans la vie. Il est né en 1954 dans le Bronx à New York, de parents originaires de Porto Rico. Dès 5 ans, Georges Pérez commence à dessiner et aura dès lors nourri les ambitions d'une carrière artistique. C'est chez Marvel qu'il commence sa carrière de dessinateur dans les années 70, d'abord sur des petites séries comme Deathlock ou Son of the Tiger ou Les Inhumains. Très vite cependant, son talent est repéré et lui ouvre les portes des grosses séries de la maison d'édition que sont les Avengers et les Fantastic Four. C'est cependant à partir des années 1980 que Georges Pérez commence à devenir une énorme star en créant certains des plus grandes sagas de bande dessinée américaine. En 1980, avec son comparse Mark Wolfman, il ressuscite le concept des héros adolescents chez DC Comics avec la série New Teen Titan. Le succès colossal de cette série, comparable à celle des X-Men chez Marvel, sauve pratiquement l'éditeur à deux lettres de la faillite et ouvre la porte en grand pour les deux auteurs. Dans la foulée, en 1985, il concevra le méga crossover Crisis on Infinite Earths qui rebootera DC Comics. Plus tard, à la même période, il ancrera Curt Swan sur les derniers jours de Superman, créant un passage de relais sur les générations pour la dernière histoire du Superman de l'âge d'or. Après Crisis, Pérez s'occupe de reconstruire le personnage de Wonder Woman dans un run homérique qu'il aura écrit et dessiné. Il participera ensuite à la création du troisième Robin, Tim Drake, après l'arc du deuil dans la famille qui voit la mort de Jason Todd. En 1991, Marvel vient le rechercher pour illustrer la saga de Jim Starlin, Le Gant de l'Infini. Ils ont su sans doute s'inspirer de Crisis. À la même période, en 1992, il illustre le climax du run de Peter David sur Hulk avec l'arc Future Imperfect où Hulk est confronté au terrible Maestro. Il revient en 1996 au personnage des Teen Titans, accompagné par l'auteur Dan Jurgens. Mais à la fin des années 90, c'est surtout la relance des Avengers après l'événement Heroes Reborn, sur lequel M. Pérez va être occupé, accompagne au scénario du superbe Kurt Busiek. Tous les deux, ils modernisent et relancent l'intérêt pour les plus grands héros de la Terre. Au début des années 2000, c'est toujours sur un scénario de Kurt Busiek que Pérez va dessiner le cataclysmique et culte crossover JLA Avengers, dernière rencontre à l'heure actuelle entre Marvel et DC dans les comic books. Durant les années 2000, Pérez se fait plus discret sur les planches intérieures de comic books. Il participe à l'événement collectif Infinite Crisis qui restaure le multivers chez Lecteur à deux lettres, qu'il aura lui-même détruit, bouclant ainsi la boucle. Il réussit également les dessins d'une nouvelle série Brave and the Bolt sur un scénario de Mark Waid. Il sera également dans les années 2000 coprésident de l'association à but lucratif Hero Initiative qui récolte les fonds pour les auteurs malades et très âgés qui ne bénéficient pas de la sécurité sociale USA oblige. En 2011, lors du nouveau reboot Flashpoint, on le retrouve à l'écriture de la série de Superman durant les New 52, qu'il quittera très vite à cause, disons, de mauvaise gestion éditoriale. Et enfin, en 2014, il créera la bande dessinée Sirens chez Boom Studio, où il vient revisiter un petit peu ses grands thèmes et ses grandes aventures, et qu'on aura eu le plaisir d'éditer avec Original Comics ces quelques dernières années. En décembre 2011, il révèle qu'après avoir subi une intervention chirurgicale pour un blocage du foie, on lui avait diagnostiqué un cancer du pancréas inopérable. Compte tenu d'un pronostic entre 6 à 12 mois, il choisit de ne pas suivre d'autres traitements. Et il nous a quittés malheureusement il y a quelques semaines.
Du coup, c'est un auteur qui nous laisse beaucoup de bons souvenirs et beaucoup de tristesse, mais du coup, on va essayer de lui rendre hommage aujourd'hui avec du coup, ma liste d'invités que je remercie encore une fois d'être venu. Si vous voulez commencer peut-être à nous raconter vous votre rapport à Georges Pérez, peut-être avec quelle œuvre vous l'avez découvert et qu'est-ce qui vous a bien marqué chez lui. Non, vas-y, je t'en prie. Présente déjà qui Alors, je suis Aurélien Vives et du coup, je suis éditeur et community manager chez Panini Comics. Et c'est sans trop de surprise que je l'ai découvert sur du Marvel, du coup, voilà, avec la saga du Gant de l'Infini. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais un gamin et d'une dizaine d'années et je m'intéressais pas aux dessinateurs et ni même aux scénaristes des histoires que je lisais dans Strange et compagnie, mais c'est vrai que le Gant de l'Infini, quand je l'ai pris dans la librairie pour le découvrir, c'est vrai que ça a été une claque instantanée, alors aussi bien par le scénar que par l'aspect graphique. C'est vrai qu'il y avait un côté tout de suite ultra généreux, ultra classique, c'est-à-dire on retrouvait tous les personnages tels qu'on pouvait les découvrir dans les autres séries, et à la fois il y avait une patte marquée. Franchement, dès qu'on commence à ouvrir les premières pages avec ces scènes où il y a le Silver Surfer qui tombe chez le Docteur Strange, il y a une force tout de suite dans ce qui se passe, et même après dans la manière dont c'est raconté. Je me rappelle de la construction des pages, par exemple, avec le visage des personnages qui fait quasiment le contour d'une case ou des choses comme ça. Et tout de suite, c'est vrai que c'était ultra marquant au sein de toutes les lectures qu'on pouvait faire. Et rien qu'à l'aspect graphique, déjà à ce moment-là, il ressortait et il marquait. Ouais, c'est vrai que je pense que de toute façon, en plus, il y a un côté comme ça où les suites, justement, alors la fin de la mini-série qui était déjà par Ron Lim, et les suites aussi par Ron Lim, qui faisait un travail complètement honnête dessus, mais c'est vrai que c'était du sous Pérez à ce moment-là, et c'est vrai que on ne retrouvait pas cet impact graphique total ou cette double page avec Dieu marqué en énorme par Thanos qui avait gravé la roche. Enfin voilà, il y a des images ultra marquantes sur les 4 premiers numéros du Gant de l'Infini qui restent gravées même des mois et des années après ne pas l'avoir relu. Elles sont complètement gravées dans ma tête. Oui, moi c'est donc Cyril Lefort, alias Neuzibert sur le site amateur The Mighty Blog. Moi, mon premier souvenir de Georges Pérez, c'est beaucoup plus vieux, et je lisais pas encore vraiment des comics en fait. C'était en France, Crisis on Infinite Earths en fait a été édité chez Aredit. Ça va être un autre nom, je sais plus. Et j'avais juste en fait le premier tome en fait où il y avait les 2 premiers numéros. J'avais que ça. Et j'étais déjà fan de super-héros, mais je lisais pas des comics tous les jours. Et en fait, je m'en rappelle d'un truc, c'est ce souvenir de voir tous ces personnages d'ici Comics, ceux que je voyais dans les dessins animés Hanna-Barbera, ceux iconiques, Batman, Joker, etc. Et il y avait ce côté, ouais, c'était en fait une BD qui était sur l'univers DC Comics, comme le dessin animé Hanna-Barbera, c'était super frais. Pour moi, c'était un peu la même chose. Et du coup, en fait, Georges Pérez, là, les dessins qu'il y avait dessus, j'étais pas fasciné par la beauté, des choses comme ça. Je trouvais qu'il y avait un truc naturel. J'avais presque l'impression que c'était un peu comme quand on voit Picsou par Don Rosa, que c'était comme ça qu'il fallait dessiner en fait des super-héros d'ici. Il n'y avait pas un autre moyen de dessiner Superman, il n'y avait pas un autre moyen de dessiner Batman, il n'y avait pas un autre moyen de dessiner Joker. C'était vraiment naturel et c'était approprié. Et chaque personnage avait vraiment un look, un charisme, même les plus inconnus. Je me rappelle que j'étais fan de Géoforce. Waouh! Et je trouvais, non mais c'est vrai, je trouvais son look. Ah non. C'est ridicule quand Batman et The Siders. Ouais, bah ouais. Et justement, il y avait les Outsiders qui étaient super dedans et que j'avais envie de découvrir. Bon, j'étais vraiment gamin et je trouvais ça fascinant.
Et quelque part, en fait, ça a comme j'avais cette passion pour les super-héros et je pense que quelque part, ça m'a aidé à aller plus loin, à essayer de diguer les choses. Et donc, forcément, Georges Pérez est rentré dedans, mais pas directement. Et par contre, en fait, Georges Pérez, en tant qu'artiste et en tant que je connaissais donc le nom, etc., bon, les Gants de l'Infini, mais moi, en fait, c'est plus en fait mes expériences sur Wizard, en fait, enfin mes lectures en comics VO, qui m'a marqué en fait. Wizard, c'est un magazine papier qui était aux États-Unis que j'achetais en fait tous les mois et dans lesquels il y avait des interviews, dans lesquels il y avait des tutos pour apprendre à dessiner, et il y avait euh, des avis, bon, bon, c'était des blogs d'époque, enfin des sites d'actu de comics d'époque, quoi. Et en fait, il parlait énormément de Georges Pérez. Et en fait, c'est là que j'ai appris que New Teen Titans, c'était une œuvre culte. C'est là que j'ai appris que Georges Pérez était bien plus que le dessinateur de Gants d'Infini. Et c'est là en fait que je me suis rendu compte aussi avec un tuto qu'il faisait sur comment dessiner les super-héros, enfin plein de super-héros sur une page. C'était juste avant qu'il dessine Avengers, donc fin des années 90. Et c'était fascinant parce qu'en fait, il y avait vraiment en fait cette manière, ça revient à ce que je disais sur Crisis, cette manière en fait de dessiner les super-héros d'une manière, et chaque super-héros avait une manière de dessiner, pas autrement, et tous les personnages ne se ressemblaient pas. Et il expliquait comment en fait il dessinait en fait le profil de Hulk par rapport à celui de WandaVision, pardon, de Scarlet Witch. Ou de Vision, et c'était rudement intéressant, et c'était généreux en plus comme tuto, voilà. Et c'est vrai que du coup quand j'ai pris Avengers numéro 1 de Busiek et Perez, il y avait cette couverture, et en fait derrière je voyais plus seulement en fait cette super fresque de tous les Avengers, mais je voyais aussi en fait le travail qu'il a dû mettre dessus. Et je trouvais ça fascinant. Et bien plus encore que je pense que l'effet escompté. Voilà. Et donc, moi, je m'appelle Arnaud Tomasini, alias Arnaud Kikouche, je suis journaliste, rédacteur chef de comicsblog.fr, et je fais le podcast First Print. Et comme beaucoup d'autres, en fait, moi, mon contact avec Georges Pérez, il sera assez récent, parce que même mon contact avec les comics dans mon chemin de vie, en fait, il est assez récent au final, parce que je m'y suis vraiment plongé dedans quand j'avais la vingtaine, hein, donc moi, je peux pas dire que j'avais les Reddit de mon daron à l'estrange de mon oncle ou je sais pas quoi, j'ai pas du tout eu ce rapport-là aux comics. Donc j'ai un peu découvert au moment où j'étais vraiment dans ma phase d'apprentissage ou post-Batman en fait. Parce que quand j'ai commencé, je me rappelle que j'étais très 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 Batman, en étant très fan de DC. Et quand j'avais commencé notamment à bosser avec les gars de DC Planet, j'essayais de me forger vraiment toute la culture d'ici pour essayer de rattraper tout le retard que j'avais. Et très rapidement en fait, Crisis arrive en fait dans les discussions à chaque fois en fait. Quand on te dit, même si c'est pas censé être le récit le plus accessible, notamment quand tu connais pas bien les personnages, il y avait quand même quelque chose, à chaque fois on me disait, vas-y, il faut que tu lises Crisis, c'est ultime, c'est le meilleur crossover qui a été édité, puis tu comprendras toutes les autres Crisis après, de toute façon c'est vraiment Et donc je l'ai pris, alors c'était avant que Urban Comics fasse son édition à Mastoc, là, donc moi j'avais pris un TPB VO à l'époque, donc c'est vraiment, tu passes de Batman à, je sais pas, Year One, Dark Knight Returns à Crisis on Infinite Earths, c'est quand même un step assez particulier. Et ouais, par contre, c'est le coup de foudre immédiat, en fait. J'avais pas forcément fait, je pense, attention au nom de Mark Wolfman et Georges Pérez à ce moment-là. Mais par contre, j'avais fait gaffe, enfin, j'avais conscience que j'avais dans les mains un truc énorme, en fait, que j'ai pas forcément pu retrouver, ou à de très rares instances, en fait, que ce soit chez DC Comics ou Marvel. Jamais pu retrouver un crossover forcément d'une telle envergure, ou même la façon dont l'Anti-Monitor, qui a vraiment un gros kink personnel en termes de super vilain chez DC dans les super-héros, la façon dont il est représenté, le truc ultra impressionnant, il y a des morts partout, et puis il y a toutes les terres après qui se rejoignent, enfin il y a vraiment une dimension en fait qui est vraiment beaucoup trop épique, et qui est un peu, pour moi, limite le comic book, où si jamais quelqu'un n'en a jamais lu, tu vas lui dire, mais en fait, tu veux savoir pourquoi c'est tellement bien les comics, pourquoi en fait tu peux vraiment te permettre d'avoir des choses qui sont hallucinantes en fait, mais regarde Crisis en fait. Même si tu comprends pas, regarde juste ce qui se passe dedans, regarde juste ce que Georges Pérez a dessiné, et tu vas comprendre pourquoi on est des milliers de nerds de 30 ans et plus en fait à fantasmer sur ce genre de choses.
Et après, j'ai appris en fait à appréhender l'œuvre de Pérez, que j'ai toujours pas d'ailleurs fait en intégralité. Moi, je vois des bouquins et je me dis qu'il y en a certains que j'ai pas lu. Mais c'est vrai que là, je suis beaucoup plus fan du Pérez de chez DC par rapport à mes affinités naturelles, on va dire. Encore que j'ai lu récemment du Avengers qu'il avait fait avec Kurt Busiek. Mais ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que tu découvres un nouveau travail de Pérez, quand tu connais pas tout, tu vois qu'en fait, il a travaillé aussi avec les plus grands à chaque fois. À chaque fois, je dis, ah oui, tiens, Kurt Busiek est là, donc très bien. Et sinon, ouais, c'est son Wonder Woman, en fait, sa reprise de Wonder Woman post-Crisis, sa réinvention, son intrication de la mythologie grecque, en fait, avec le panthéon des dieux, la façon dont il leur donne tout ça pour faire des intrigues d'aventure, d'héros, de super-héroïques, très politiques aussi, en fait, avec les machinations entre les divinités, tout ça, je trouve que ça reste vraiment pareil, un summum en fait de ce qui est bien en fait, de ce qui est super bien fait dans les comics de super-héros. Mais sans vouloir être nostalgique, parce qu'il y a toujours des choses qui sont bien encore aujourd'hui, mais c'est vrai que tu te dis le run de Wonder Woman de George Perez, est-ce que tu arrives à refaire quelque chose de la sorte aujourd'hui? C'est compliqué de passer après un tel niveau d'écriture et de dessin, parce que bien entendu, enfin déjà, je trouve qu'il écrit aussi super bien là-dessus. Mais oui, enfin, on est tous d'accord pour dire que c'est un des meilleurs artistes de cette époque, quoi. En tout cas, il a eu son firmament, je pense, dans les années 80. Peut-être 80, 90 encore aussi, parce que c'est vrai qu'il y a aussi après Tu vois, mais le JLA Avengers, j'ai jamais lu, parce que il n'est pas édité correctement en France. J'ai pas pensé à reprendre le TPB quand il a été réédité non plus, donc tu vois, par exemple, ça c'est un truc que je peux pas lire. Ouais. Oui, mais de toute façon, même si tu avais pensé à le prendre là quand il vient d'être réédité, c'était impossible. Pour ceux qui ne sont pas au courant, donc il a été réédité dans un print de 3000 exemplaires aux États-Unis. Donc, en fait, pour le monde entier, parce qu'en plus, il y a eu des exemplaires qui ont été vendus dans divers pays. Donc, 3000 exemplaires, autant dire que pour une œuvre culte qui était très attendue, bon, bah, c'est parti en un instant. Donc, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de le lire, quoi, et c'est vrai que c'est ouais, c'est super. C'est Busiek et Perez qui s'éclatent et qui en fait, en fait, je trouve qu'on l'a pas mal dit en filigrane, c'est-à-dire que la manière qu'a Perez de dessiner les super-héros, elle est plus qu'iconique, elle est naturelle, elle a quelque chose de définitif. C'est-à-dire que sa version de chaque super-héros semble... Alors, après, on peut en avoir d'autres préférés, mais elle semble parfaite. C'est-à-dire que son Superman, ouais, quand on le voit, on sait que c'est Superman, c'est Superman. La majorité des versions dessinées de Superman vont essayer de s'approcher de cette qualité-là. Parfois, avec des goûts personnels, etc., on peut en avoir d'autres préférés, mais celle-là, elle sera au minimum la base, on va dire. Et c'est pareil pour Captain America, c'est pareil pour Scarlet Witch, c'est pareil pour tous les héros qui dessinent. Et du coup, les voir tous sur la page dans JLA Avengers, rien que ça, c'est vachement bien. Et Busiek, c'est vrai qu'il y a un petit côté, c'est la version scénariste de Perez en termes d'écriture, quoi. Il y a ce côté, il arrive toujours à pointer du doigt les spécificités de chaque personnage et ce qui en fait quelque chose de génial. Et c'est vrai que la rencontre, par exemple, entre Captain America et Batman dans JLA Avengers, qui dure en plus ou moins une page, et où en fait, ils sont je spoil le passage, mais voilà, ils sont plus ou moins aussi forts, sauf que Batman se rend compte que le combat va être très long, mais qu'il va finir par le perdre. Et que Batman en fait va arrêter le combat parce que c'est le meilleur détective du monde et qu'il est capable du coup de comprendre que il y a quelque chose ici qui est louche. Donc on se retrouve avec un truc en quelques cases, Busiek définit Captain America comme le meilleur combattant et Batman comme le meilleur détective, et du coup le combat s'arrête, etc. Et ça évidemment ça passe d'autant mieux que c'est mis en scène de manière incroyable par Busiek, par Perez. Parce que c'est vrai qu'on a parlé en plus de la qualité du dessin, de la capacité de mettre ton personnage, mais il y a vraiment un truc sur la narration où il est capable à la fois de faire des pages bardées de détails, avec plein de persos, plein de choses qui se passent, mais c'est toujours lisible. Et quand il va avoir une scène d'action, la narration, elle va couler de source, elle va être super facile à faire.
y a plein de dessinateurs qui s'inspirent de Pérez dans ce côté foisonnant, mais qui ont quand même du mal à garder la lisibilité qu'il avait, qui est une de ses forces incroyables, à mon sens. En plus, du coup, si je peux me permettre du coup d'intervenir, en plus, du coup, le JLA Avenger, c'est un peu une sorte de revanche aussi pour lui, parce que c'est un ouvrage qui a failli exister dans les années 90, je crois, ou fin 80, début 90, et qui avait été plus ou moins stoppé par, en tout cas mis en branle à cause de Jim Shooter. Ouais, en fait, il y avait eu 21 pages dessinées de mémoire, et Il y a eu des remous éditoriaux qui font que ça. Ouais, en fait, il y a eu un moment où je crois c'est Jim Shooter qui a dit ah ça me convient pas tel truc, et en fait ça aurait pu être changé, mais vu qu'on parle d'un crossover entre deux compagnies, etc. et tout ça, le fait de mettre un bâton dans les roues à ce moment-là a fait dérailler complètement le truc, et finalement il aura fallu une dizaine d'années ou une quinzaine d'années avant que le projet revienne sur les rails et ait lieu. Mais c'est vrai que oui, JLA Avengers, ça serait tellement formidable s'il pouvait être réédité de manière plus massive, mais c'est compliqué. Et aussi, du coup, moi, du coup, je me permets juste de faire un commentaire personnel avant de vous redonner. Mais justement, vous parliez du Wonder Woman de tout à l'heure. Moi, je trouve que si on part, pas mal d'héros d'ici ont été réinterprétés à ce moment-là. Et moi, je trouve que l'espèce de chose terminale qui fait, ne serait-ce que dans le premier numéro où il réinstalle totalement Wonder Woman, du début d'origine des Amazones jusqu'au moment où Diana devient l'émissaire des Amazones sur Terre. Je trouve qu'il y a une espèce de... Ouais, c'est presque terminal dans ce qu'on peut raconter sur l'origine de ce personnage-là. Et limite que... vous disiez tous du coup que quelque part c'était un peu... Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre après? Moi je trouve que ce que Kelly Sue des Comics par exemple fait en ce moment sur son Wonder Woman Historia, on sent justement qu'elle reprend Pérez et qu'elle le relie à sa sauce à elle, et qu'elle en fait, moi je trouve quelque chose de formidable, mais qu'on sent vraiment c'est quelque chose que quelque part il a recréé le personnage à ce moment-là, et faire que maintenant quand on relie les origines de Wonder Woman, on est obligé de repasser par lui, quoi. Bon, voilà, je voulais juste rajouter ça. Bah, c'est tout à fait vrai. Parce que, en fait, Wonder Woman, c'est quand même un personnage qui a été hyper maltraité de sa création. Alors, après le départ de Marston jusqu'au début des années 80, où, en gros, en fait, l'éditeur ne savait pas quoi en faire. C'est un peu l'impression que j'avais. Et c'est vrai que lui, il est arrivé, c'est un peu une lettre d'amour de dire, bah, regardez, ce personnage, elle a un background hyper intéressant, voilà ce qu'on peut en faire. Et c'est devenu en fait une référence autant chez... Enfin, quand on lit du Gail Simonet ou du Craig Rucka, on voit cet amour pour Pérez. On le voit d'autant plus sur le Year One qu'a fait Rucka récemment. C'est clairement en fait une réhabilitation du lore de Pérez dans ce qu'a fait New 52, ce personnage. Et c'est culte. Et ce qui est absolument génial, c'est que en fait, il arrive à utiliser un lore en fait panthéonique qui lui plaît et qui en fait le plaît en tant que dessinateur. Il s'éclate en fait à faire l'architecture, les monstres, les scènes d'action et les couvertures sont formidables toutes. Il y en a une avec des serpents qui attaquent Diana, mais elle raconte toute action en fait de l'épisode est racontée dans cette couverture. Et on sait qu'est-ce qu'on va voir à l'intérieur en le lisant, et je trouve ça vraiment mortel. Et ouais, c'est un artiste qui s'est donné à fond sur Wonder Woman, et c'est vrai que on n'a pas fait mieux en fait, je pense pas. Hein. Sincèrement, j'adore Simonet, j'adore Rucka, et j'adore ce qu'ils ont fait, mais c'est pas Azzarello Chiang, c'était pas mal aussi, mais pour le coup, je crois que ça chie un peu sur ce qu'avait fait Pérez sur certaines origines, justement sur les origines. Ouais, alors je suis pas très fan je suis pas très fan de tout, mais c'est vrai que c'était assez solide et que c'est l'un des meilleurs runs. Mais celui qui chie le plus, c'est John Byrne. Qui lui, en fait. Je vais pas le noter dans. Ouais, c'est vrai. pas dire son nom dans le code. Donc, on va pas dire. Mais voilà. Mais il s'est amusé à détruire tout ce qu'a fait Pérez. C'était un peu triste. Et c'était pas aussi joli.
Et pour revenir sur ce que tu disais sur Crysis aussi, il y a un truc que je trouve absolument formidable. Tu parlais de côté épique, et c'est clairement épique, et il y a des scènes qui sont monstrueuses, des scènes de destruction sur le chapitre 4-5, je crois, où il y a toutes les terres qui sont en train de s'éclater, on arrive dans le void, et en fait on passe de quelque chose de très massif niveau dessin à quelque chose de très... il y a du vide en fait, l'espace négatif est très présent. Et c'est fait avec une certaine continuité, avec une certaine beauté et un certain dramatisme qui est assez hallucinant. Et le truc que je trouve absolument génial, c'est que quand il y a les scènes d'émotion, la mort de Supergirl, c'est incroyablement poignant. Il y a l'action qui est mise en pause et on vient de se taper une bataille épique comme jamais. Et là, il y a tout qui est mis en pause. Alors, t'as Marv Wolfman qui explose niveau écriture. De laisser justement Perez prendre en charge en fait vraiment cette mise en scène, etc. Et on a un moment qui est super triste, qu'on n'aime pas Supergirl, qu'on connaisse ou connaisse pas le personnage. Le moment il marche parce que visuellement c'est waouh. Ouais, ce qui vient presque en opposition avec la première mort de Flash qui elle par contre est super sèche en fait, où c'est juste que t'as ton personnage qui est là et qui l'espace d'après n'est plus là, donc ça, après c'est en travail avec le scénariste aussi, mais c'est vrai que du coup t'as cette façon sur une thématique commune en fait, de savoir en fait manier l'intensité de l'émotion que tu veux donner juste par la force du dessin. Et après de toute façon c'est pour ça qu'on aime la BD aussi, quoi. C'est parce que c'est le dessin et le mouvement en fait qui va créer l'action et l'émotion. Donc oui, je te rejoins là-dessus. Non, mais c'est ça, ouais. Du coup, comme on parle de ça, moi je trouve que c'est vraiment une de ses plus belles planches. Moi je trouve la mort de Supergirl, je trouve que c'est même presque inédit dans la manière dont c'est fait, dans la manière de faire les combats en fait dans les comic books. Justement, dans ce côté de se concentrer vraiment sur juste cette action-là. Je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve plus aujourd'hui, mais qui était à l'époque, je trouve pas trop mis en avant. Mais après, pour revenir sur Crisis, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'après, du coup, c'est devenu presque Perez une forme de symbole après pour DC Comics, et du coup, qu'il l'a fait revenir, où il revient justement sur Infinite Crisis un peu plus tard, dans les années 2000, justement pour. Alors, il fait que quelques pages parce qu'il y a beaucoup de dessinateurs, il y a Jiménez aussi, Jiménez, je crois aussi à ce moment-là ou quoi que ce soit, donc c'est assez intéressant de voir ça. Et puis, juste pour revenir dessus, vous avez dit que vous voulez pas trop en parler, mais du coup, c'est intéressant de voir en fait ça. Perez aussi vis-à-vis de John Byrne en fait, parce que c'est un peu les deux gros on va pas en parler beaucoup quoi, mais c'est intéressant parce que c'est un peu les deux gros stars en termes de dessinateurs des années 80, et qu'ils ont vraiment des parcours un peu qui pourraient paraître similaires, mais au final qui se détachent assez sur ce qu'ils vont faire après quoi. Après Perez lui va continuer à rester un petit peu actif, et John Byrne au moment il va commencer à s'arrêter plus dans ce qu'il va faire quoi. Et alors que Perez, comme on en a parlé un petit peu avant, il revient symboliquement sur Avengers la séparation, pour marquer le deuil des Avengers. Il revient sur Infinite Crisis, il revient 2-3 fois quoi, pour finir un petit coup de main vous parlez du run de Gail Simmons tout à l'heure sur Wonder Woman. Il fera le dernier numéro, je crois, avec cette bataille fantastique où il y a toutes les héroïnes de DC qui se battent et qui est vraiment super. Donc après, c'est aussi dans l'héritage que lui il a laissé quoi, où il est quelque part quand on a besoin de faire une grosse crise et d'évoquer des gros moments, c'est Perez qu'on invoque. Ouais, ou même pour relancer des choses, parce que c'est vrai que tu l'as mentionné dans ton intro avant, mais il était revenu aussi au début des New 52 pour faire du Superman. Et ils ont quand même réussi à faire en sorte que George Perez soit dégoûté, se casse au bout de, je crois, c'est 6 numéros. Ça n'a vraiment pas duré très longtemps. Et c'est peut-être un de ses derniers travaux en mainstream alors, parce qu'après il a fait ses Creator Own, mais de toute façon, mais enfin, après c'est pas du tout pour descendre ou rabaisser quoi que ce soit, mais de toute façon le pinacle de sa carrière c'était les années 80, 90. Est-ce que c'était encore pertinent de vouloir lui demander de faire du Superman, tu vois, en 2011, à part pour l'effet un peu prestige, mais je l'aurais plus mis sur un titre prestige, une sorte de graphic novel, quelque chose comme ça, plutôt que de lui demander de faire un reboot, enfin le premier reboot depuis 30 ans de DC Comics, avec des ingérences qu'on connaît aujourd'hui, et que c'était vraiment peut-être pas le travail qu'il fallait lui donner à l'époque.
En fait, alors, on parle d'ingérence, on parle de John Byrne et tout ça, et c'est vrai que c'est intéressant, justement, je pense, de voir que euh, John Byrne s'est fâché à peu près avec tout le monde, hein, on le sait, on n'est pas en train de révéler un secret. Euh, et il y a eu un peu ça chez Perez aussi, mais en fait, Byrne, c'était vraiment des questions d'ego. Perez, c'était vraiment des questions artistiques. C'est-à-dire que euh, la première grosse fâcherie, c'est avec DC Comics, et c'est avec Wonder Woman. Alors, j'ai pas lu le run, donc c'est pour ça que je vous ai laissé plutôt l'évoquer. Mais je sais que sur pour les 50 ans du personnage, il fait cette mini-série War of the Gods. Ouais. Et il, et en fait, sur cette mini-série, il commence à avoir pas mal d'ingérences édito. Lui, il trouve que l'éditorial ne me fait pas assez de promotion de la mini-série. Pour lui, les 50 ans de Wonder Woman, donc un des persos principaux de DC Comics, ça aurait dû être un énorme événement. La mini-série aurait dû être extrêmement poussée. Et il trouve que DC en fait pas assez, donc ça l'énerve. Mais du coup, ça l'énerve d'une manière pas genre, vous hypez pas assez ma série, c'est vous hypez pas assez le personnage. Et il met en place en plus un mariage, le mariage de Trevor qui doit se dérouler à la fin de la mini-série. Et on lui dit, ah oui, mais c'est telle autre équipe créative qui va finalement s'en occuper à l'intérieur de War of the Gods, parce que de toute façon, ils vont reprendre Wonder Woman après. Donc, il se retrouve un peu dégoûté du coup de la manière dont le truc est géré. Et c'est à ce moment-là où il se barre. Et en parallèle, il fait le Gant de l'Infini. Et c'est pour des raisons la plus personnelles qu'il a plus le temps de finir en fait les deux derniers épisodes. Il propose même d'ailleurs de les ancrer à la base. C'est pas accepté c'est pas Marvel prend pas cette voie, je crois. Mais voilà, pour bien montrer qu'il se barre pas en claquant la porte. Mais avec ces deux trucs, il se tape à ce moment-là une petite réputation de diva, de mec qui se barre en claquant la porte, etc. Ce qui est pas vraiment complètement vrai. Et, la preuve étant que justement, il va continuer de beaucoup bosser. Alors, c'est vrai qu'il va bosser un peu moins en tant que dessinateur pendant une période après le Gant de l'Infini, plus en tant que soit scénariste, soit cancreur, parce qu'il il a d'ailleurs beaucoup ancré, il a fait beaucoup de travaux d'ancrage, même une fois qu'il est devenu très connu. Euh, et d'ailleurs, il a un Inkpot Award, qui sont les Oscars des encreurs. Voilà, merci. Et donc voilà, et donc pour parler de Superman, donc où on dit là qu'il y a eu ce moment d'ingérence éditoriale, en fait c'est même pas tant de l'ingérence, c'est le fait que l'éditorial naviguait à vue à ce moment-là. Il se retrouve en fait il y a deux séries Superman, donc il y a Action Comics de Grant Morrison qui se déroule en fait dans le passé, dans les origines de Superman. Et à côté de ça, il y a la série Superman où lui écrit le personnage 5 ans plus tard, en fait. Et déjà, bon, a priori, Grant Morrison n'a pas fourni forcément trop son master plan à tout le monde. Et en plus de ça, lui, il pose des questions toutes con, hein, genre, bon, les Packent et McKent, ils sont dans quel état là, dans le nouvel univers New 52 post-Flashpoint? Et l'éditorial est incapable de lui répondre. Donc il se retrouve en fait à devoir écrire une série sur Superman sans savoir les trucs les plus basiques sur le perso de cette. Et c'est en fait pour ça qu'il se barre à ce moment-là. C'est pas une question de genre je fais mal diva, c'est une question de bon, quand vous aurez compris ce que vous faites avec le perso, vous me préviendrez. Hein, et pour l'instant, moi, je vais aller faire d'autres trucs. Et c'est vrai que c'est du coup un peu triste parce que ça fait partie de ces destins de personnes qui sont fans de comics, en fait, qui travaillent sur les comics et qui sont un peu dégoûtés de travailler avec les principales maisons d'édition pour des raisons parfois en plus euh, un peu connes, hein, pour dire des choses comment. C'est bien. Effectivement, voilà. Non, mais peut-être pour continuer un petit peu à parler un petit peu de son travail, peut-être moi j'aurais voulu évoquer les New Teen Titans aussi, qui est un peu si vous aviez des choses à en dire, parce que c'est quand même justement la série qui va faire de lui vraiment une grosse star
dans le monde des comics, et que c'est qui va vraiment complètement relancer la machine de DC Comics, à moins que je dise des bêtises et vous me corrigerez à ça, quoi, mais et justement, et qui va pas mal l'attacher à ces personnages-là. Il y reviendra plus tard, du coup, avec Dan Jurgens dans les courant des années 90. Il va justement, au moment où Jason Todd est tué, justement, l'éditorial de DC Comics, quand il s'agit de redonner un Robin, bah, ils se disent, bah, on va aller voir Mark Wolfman et George Perez, parce que bah, c'est eux qui ont fait le plus d'écriture sur Robin dernièrement. Donc, j'aurais juste voulu savoir bah, si vous aviez deux, trois trucs à dire ou pas sur cette série-là, si on en passait vite dessus. Alors moi, j'ai découvert ça vraiment sur le tard. Ça devait être c'est des rééditions de 2003, je pense. Donc 20 ans après, 20 ans après. Donc c'est vrai que ça avait un petit côté vieillot quand même déjà quand on le disait, mais ça n'empêche pas que c'est un peu comme quand on relit en fait les X-Men de Claremont et Byrne. Il y a ce côté vieillot dans la narration, mais il y a C'était clairement une série qui était là pour faire opposition aux X-Men très clairement et qui y arrivait. La chimie est tout autre parce que c'est pas genre en fait on remplace en fait les X-Men de Claremont et Byrne par d'autres personnages. Il y a vraiment une alchimie qui se crée. Il y a des personnages. Enfin, alors, moi je suis ultra fan de Donna Troy. En fait, de Donna Troy grâce à cette série. En plus, il lui donne un look d'enfer parce on passe de Wonder Girl à Donna Troy avec ce costume avec des étoiles incrustées dedans. C'est vraiment classe. J'ai un dessin original de David Lafuente qui a refait le costume. Magnifique, ils m'ont bien comme ça. C'est une petite flex comme ça. Ouais, on respecte, on respecte. Et alors par contre, je suis moins fan du costume de Nightwing, j'avoue, qui était en mode disco, mais c'était aussi un peu les c'est ça. Et chez DC, on parlait de Batman and the Outsiders, c'était aussi le festival disco, donc c'était vraiment une tendance à l'époque. Mais mais voilà, il y a vraiment des trucs qui viennent et il y a l'équivalent du Black Phoenix Saga en fait, qui est donc Judas Contract avec la trahison de Terra. Bon, il y a des trucs un peu chelous qui sont très années 80, mais en fait, l'événement quoi qu'il arrive, en fait, fonctionne parce que il y a vraiment en fait une mise en place qui est sur le long terme et qui est vraiment intelligente. Donc ça, c'est vraiment pour le côté historique. Et c'est vrai que le côté pour Pérez, en fait, tout simplement, tout est possible avec Pérez. Donc franchement, on se retrouve avec des arcs qui sont qui peuvent être très intimistes, comme des trucs. Il n'y a pas trop de épique dans les New Titans, mais il y a vraiment des scènes d'action qui sont dantesques. Pour moi, il y a juste un petit reproche, c'est que Pérez il dessine un peu les ados comme des adultes. Bah, c'était des jeunes adultes, mais je trouve qu'ils ont un peu une musculature qui est pas très qui fait. Si on les compare aux New Mutants, par exemple, qui se passe un peu après, mais qui a publié un peu après, mais on a plus un côté super-héros adulte que vraiment jeune adulte. Et voilà, c'est peut-être le seul reproche que j'ai à faire de la série. Et ensuite, ouais, ça mérite en fait de toute façon la lecture et le succès d'estime et commercial est tout à fait mérité puisque je comprends que les fans de DC c'était commercial à l'époque, le succès était commercial à l'époque. Est-ce que c'est encore beaucoup apprécié aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes facilement à des gens qui disent vas-y, je connais pas les Teen Titans, qu'est-ce que tu me proposes? Quand tu vois la série, tu te dis qu'il y a quand même, il y a quand même la série Titans, il y a quand même tout le, ils l'ont fait en crime Gritty, mais il y a comme tout le lore qu'elle a en fait, et il y a vraiment en fait le respect du matériel de Wolfman et Perez. Donc je pense que quelque part oui, parce que la rébellion de Robin elle est là-dedans. Il dit pas le gros mot. Il est gentil, c'est un gentil Robin. Mais là-dedans, il y a Donna Troy qui arrive à peu près au même moment dans les histoires, etc.
il y a Deathstroke qui est là. Donc oui, forcément, parce que c'est des origines. C'est vrai que c'est peut-être moins friendly que Claremont et Byrne sur X-Men. Faut peut-être un peu se forcer au début, surtout que la mise en place de l'équipe, là, ils forment en fait l'équipe au tout début. Et, un peu lourd. Et ensuite, le début manque un peu de voix en fait sur les personnages, et ça vient naturellement. Alors lui, par contre, Perez, il trouve ses marques tout de suite, et il s'éclate dessus, comme ce que je disais tout à l'heure, il sait comment il dessine un personnage et il sait comment il doit dessiner, et je trouve qu'il reste focus jusqu'à la fin en fait. Et Cyborg par exemple qui donne un look, il sait à quoi il doit ressembler, il sait comment il doit bouger, il sait comment il doit se positionner par rapport aux autres, etc. Et je trouve que ça fonctionne très très bien là-dessus. Et je pense qu'il faut se forcer un peu. Alors il y a 4 volumes je crois en France, et je pense que premier volume faut un peu ramer au début, mais ensuite on se prend avec les personnages, etc. Il y a vraiment des super choses. Il y a la couverture, alors non, celle juste à côté, avec Vigilante qui est maintenant un personnage qui est très connu, puisqu'il était dans Peacemaker. voilà, dans Peacemaker. Donc apparemment, j'ai pas vu encore Peacemaker, donc apparemment c'est un peu un personnage plus comique. Là, c'est une sorte de Punisher. Mais la couverture, elle est vraiment vraiment super classe, avec une composition quasi parfaite autour du V, et les signes qui rappellent un peu la couverture de la première apparition de Punisher justement. Et il y a vraiment en fait, alors ces épisodes qui sont très très urbains, et Perez il a vraiment un style qui est très différent de ce qu'on peut voir chez Marvel par exemple quand il fait les Avengers, et c'est vraiment d'ailleurs je comprends mieux d'ailleurs pourquoi on est sur une série Crime and Gritty en fait, parce qu'il y a vraiment cette ambiance là très sombre. On est dans le dark age des comics, mais il y a vraiment une ambiance très sombre en fait sur ces trucs là très urbains. Et on est quand même pas loin en fait au niveau illustration de Miller sur Daredevil quoi. Et c'est vraiment des épisodes qui sont assez chouettes. Mais il faut un peu se forcer quoi. Tu les as pas lus toi? Non, justement, ça fait partie des œuvres de Perez sur lesquelles je suis toujours à la bourre, quoi. En fait, parce que, bah, après, je t'avoue que j'ai pas une énorme affinité avec les Teen Titans de base. Alors qu'on m'en vend du bien, tu vois, même dans mon parcours, on m'a toujours plus dit d'aller d'abord aussi sur les Teen Titans de Geoff Johns, en fait, qui est apparemment l'autre run incontournable, mais voilà, ça fait partie des deux lectures. Mais après, ouais, je t'avoue que c'est pas l'équipe de super-héros chez DC qui arrive à me passionner le plus, et j'en ai un petit peu lu pendant la période 52 et c'était catastrophique. En fait. Ouais, on avait envie, tu vois, je me dis, mais si à rebours, c'était vachement mieux avant, effectivement, mais ça donne pas forcément envie d'aller en dire d'autres quand tu t'as des purges, non, mais par contre, non, mais en vrai, ce qui fait juste marrer, par contre, parce que là, j'ai énormément, c'est que, bah, t'as la série Teen Titans Go qui existe, qui est une énorme parodie, hein, des Teen Titans, en fait, enfin, complètement loufoque. Et en fait, c'était l'année dernière, je crois, ils avaient fait, en fait, Wolfman et Perez avaient donné leur voix pour leur version animée des personnages dans la série. Et où le concept, en fait, c'est, bon, il faut réinventer les Teen Titans. Et c'est du coup, tu vois, Wolfman et Perez qui réinventent l'équipe, du coup, avec, en imaginant est-ce que si les Teen Titans avaient été, je sais pas, des personnages animés ou des trucs comme ça. Et donc, bah, t'as les autres personnages qui sont toujours modifiés à chaque fois dans des scènes complètement absurdes. Et bah, c'est juste, je trouve, trop cool en fait de voir Lupin et Perez se donner comme ça, clairement se prendre un vrai plaisir en fait au jeu de la parodie ouais, d'avoir le droit à une forme de postérité aussi dans un dessin animé, alors complètement supra débile, mais je suis quand même ultra respectueux quand même en fait de ce qui vient des comics. En fait, tu vois que leur van en fait c'est toujours ça part toujours du matériel de base, et là de faire un épisode complètement méta où les créateurs et ben voilà, du show, enfin, des créateurs des comics qui ont donné le show parodique qui reviennent dedans, enfin, je trouve ça vraiment Et c'est d'autant plus méta et respectueux que, en fait, si je ne dis pas de bêtises, j'ai fait un peu des recherches pour la pour d'aujourd'hui, et si je dis pas de bêtises, justement, parce que Pérez était un des premiers auteurs à s'auto-dessiner dans des comics, justement. C'était, si je dis pas de bêtises, dans Fantastic Four, mais peut-être que je dis pas mal. Et justement, il y a eu un épisode où
ça arrivait dans les locaux de Marvel, etc. Et c'était un des premiers à faire ça. Si je dis pas de bêtises, là, évidemment, je pense que n'importe qui va aller éplucher les trucs, il va me corriger si je une connerie. Mais en tout cas, il a été un des premiers au pire, voilà. Et donc, le fait de le retrouver dans cette version-là, dans Green Tango, il y a vraiment un truc de filiation avec les comics, parce que bon, voilà, c'est quelque chose qui a été fait, etc. Donc, c'est assez marrant de retrouver ça. C'est juste que c'est quelqu'un qui, du coup, qui avait l'air très sympa, en fait, très jovial et c'est vrai qu'on l'a vu surtout maintenant, bah, avec tous les témoignages posthumes, en fait, qui ont accompagné son décès. Mais ce qui était vanté au-delà de ses qualités de dessinateur, c'était aussi sa qualité humaine. Et en tout cas, moi, c'est vrai que moi, j'ai pas eu la chance de pouvoir le rencontrer ou de l'interviewer dans ma carrière, mais ce qui en ressortait vraiment, il y avait une forme de côté très Humain en fait à ce personnage qui même en fait souriait tout le temps sur les photographies. En fait, quand tu regardes Georges Pérez, tu fais une recherche Google Images, en fait, tu vois un mec qui sourit en permanence, qui avait l'air, je sais pas, d'être content en fait, d'être là et de la BD. Et ouais, c'est quelque chose qui m'a assez. Enfin, t'en as quelques-uns quand même où on dit toujours oui, il était très gentil et tout ça. Mais sur Pérez particulièrement, t'as l'impression que le mec avait une aura. 100% du temps, quoi. Et le fait qu'il ait été autant impliqué dans Hero Initiative, donc, Ouais, qui est l'association dont tu parlais, qui sert en fait de sécurité sociale pour les auteurs de comics, hein, faut dire ce qu'il y a. Voilà, et c'est pas anodin qu'on le retrouve à cette position-là. Et d'ailleurs, c'est vrai que on en parlait tout à l'heure du run de 3000 exemplaires là, de GLA Avengers. C'est un run qui a été publié du coup, enfin un print run qui a été publié par Hero Initiative. C'est-à-dire que Marvel et DC ont dit on vous laisse faire, voilà, on détourne le regard, on s'en occupe pas. Et Hero Initiative a donc pu le publier avant la mort de Georges Pérez pour du coup que tous les profits des ventes de ces tomes servent du coup à Hero Initiative. Ce qui permet d'ailleurs de faire le lien avec une partie de la table ronde aujourd'hui, vu que on en profite aussi pour reparler de Sirens, qui est publié du coup par Original Comics en France et qui du coup dont tous les bénéfices des exemplaires restants seront donc donnés à la lutte contre le cancer, c'est ça? C'est ça, voilà. Bah, on s'était dit que c'était une bonne manière de lui rendre hommage et nous d'utiliser les derniers exemplaires qui nous restaient, que ça pouvait faire un truc un peu Tout simple. à fait. Voilà, enfin, et évidemment, quand on a proposé ça, on avait le GLA Avengers en tête, évidemment. Oui, voilà. Bon, après, c'est vrai que Sirens est. Oui. Je vais pas dire Sinoff plus mineur que GLA Avengers, évidemment, mais c'est vrai que c'est un de ces rares créateurs owned, donc c'est vrai qu'il y a aussi ce plaisir à se faire de voir Pérez complètement libre dessus. Ouais, parce qu'il avait essayé de faire des choses dans les années 90, enfin Chez Event Comics. Ouais, et Gorilla Comics aussi. Ouais, Gorilla Comics, c'était 100% lui aussi. Ça n'a jamais forcément marché, quoi. Mais oui, c'est bien de vouloir faire un peu de ce genre de trucs caritatifs, surtout qu'après, à titre personnel, enfin, je trouve que le combat, en tout cas la facette visible qu'on a eue de Georges Pérez sur ces derniers mois, c'était quelque chose d'assez admirable en fait. De venir, déjà de venir en parler publiquement, de dire bon, voilà, je suis malade d'un cancer en stade 3 du pancréas, genre ouais, clairement celui que tu veux jamais avoir parce que celui-là il te fait pas de cadeau, hein, clairement. Et de dire, de dire vraiment publiquement, je vais pas suivre le traitement parce que j'ai pas envie en fait d'en chier avec de la chimio qui ne sert à rien et de souffrir pendant les 6 derniers mois, de faire la tournée. Il a fait une tournée de dédicace quand même pour rencontrer ses derniers fans. Il est allé voir tous ses collègues de l'industrie tant qu'ils pouvaient encore se déplacer, il donnait des nouvelles aussi. Enfin, tu vois, il y a une forme de. Communion. Mais il y a de la communion. Enfin, déjà, je me dis, les séances de dédicace, je sais pas comment les gens ont fait pour y aller, pour pas juste pleurer sur la table. C'est ça, ouais, se tirer une balle après, parce que je trouve ça tellement dur, en fait. C'était dur aussi de le savoir, parce que tu le savais, en fait, à partir du moment en décembre 2021, il l'a annoncé.
Moi, je suis journaliste, donc on rédige aussi, hélas, des actualités nécrologiques, quoi. Mais c'est ça, c'était qu'à partir depuis 6 mois, on savait qu'un jour, il y a un jour où on va devoir le faire, tu vois. Tu vas devoir l'écrire, et bah, quand t'aimes quand même ce qu'il a fait, et quand tu sais ce qu'il a apporté, et comment énormément de gens avaient l'air aussi de compter sur lui, parce que de la part, t'as des hommages très touchants, c'est notamment Colin Doran qui a fait un court texte, hein, ça c'est des trucs de Twitter et tout ça, mais les mots, en fait, le choix des mots qu'elle utilise, en fait, qui montre vraiment, en fait, à quel point c'était quelqu'un qui a été important pour énormément d'artistes et de scénaristes dans l'industrie, donc j'imagine très bien aussi pour beaucoup de lecteurs et de lectrices. J'en connais quelques-unes, en fait, pour qui notamment le Wonder Woman de Perez était super important. Et donc ouais, je trouve que c'était super dur de dire, ok, ça va arriver, et en même temps, la façon dont il a profité du temps qui lui restait pour rencontrer les gens qui aimaient ce qu'il avait fait, qu'il aimait lui, et ouais, pas se laisser abattre et rester, on va dire, souriant jusque dans ses derniers jours. Je pense que c'est aussi quelque chose qui a, à mon sens, à souligner, en fait, d'un point de vue juste sur l'humanité, en fait, du personnage, enfin, et la force, surtout la force mentale qu'il a eu de pouvoir rester avec les siens et encore communier sur son amour des comics jusqu'au bout. Voilà. Moi, je me rappelle quand on l'a annoncé son cancer et qu'il faisait pas de traitement, il y avait surtout une note sur sa femme et sa famille. Et il disait qu'il n'avait pas envie de faire endurer ça non plus à sa famille, en fait. Et je crois que je sais plus comment il avait tourné le truc, mais je crois qu'en fait, on parlait d'humanité. Et je crois que ce côté, je me soucie pas en fait forcément que de moi. Je veux aussi que ça en bénéficie, enfin que, ok, c'est triste, je vais pas me soigner, je vais pas prendre de médicaments, mais j'ai pas envie de faire galérer ça à ma famille. Et je trouve que tout ça, c'est vraiment un côté altruiste en fait, qui apparemment est vraiment énormément sur le personnage. Bon, alors, il a cofondé Hero Initiative et juste ça, c'est quelque chose d'assez énorme. Et je trouve aussi pareil que Hero Initiative qui se mettent en branle comme ça pour essayer, dans une période qui était quand même pas facile pour l'industrie avec c'était le début de la pénurie du papier, pour essayer de rassembler tous ces trade paperback et faire en sorte que ça arrive en temps et en heure, parce qu'il voulait impérativement le montrer en fait à Perez. Voilà, pour montrer que, parce que tous les bénéfices en fait reviennent. Alors, je crois qu'ils sont partagés. Il y en a qui vont pour la lutte contre le cancer et il y en a qui vont aussi pour sa famille en fait. Et donc, c'était quand même beau. En plus, des photos de découverte, c'est par l'éditrice d'ici. Qui l'a invité en fait et qui lui a fait des photos de découverte en fait de la planche, de la couverture. Les photos étaient en larmes, c'était vraiment émouvant. C'était vraiment, ouais, ça a l'air d'être vraiment un beau personnage. Je suis vraiment triste pour les gens qui l'ont côtoyé, ses amis. On parlait de siècles, apparemment ce n'est vraiment un, Mark Waid aussi. Il y avait vraiment dévasté. C'est Mark Waid, non, je crois, qui avait... Non, c'était pour Neil Adams que c'est lui qui avait annoncé, oui. Je crois. Ouais. Ouais, d'ailleurs, je me permets de faire une parenthèse sur Neil Adams, parce que c'est vrai que sur la même semaine, donc on a perdu Neil Adams et George Perez, et c'est vrai que, en fait, c'est j'ai envie de dire marrant, enfin non, pas marrant, mais bref, curieux de voir que les deux, ces deux figures de l'industrie, en fait, elles ont beaucoup de points communs, dans le sens où, au-delà de la date de leur mort, je veux dire, dans le sens où ils ont eu une influence considérable, parce que bon, on l'a assez peu évoqué, mais on pourra le faire à un moment, de l'influence de Perez sur le nombre de dessinateurs dont le nom de style évoque celui de Perez. Neil Adams, il y a eu un peu la même chose, hein. Il a révolutionné complètement la manière de raconter des histoires, et au-delà de ça, on parle de Perez et d'Hero Initiative, et à côté de ça, Neil Adams, c'est quelqu'un qui s'est battu pour les droits des dessinateurs, au point de se fâcher avec toutes les maisons d'édition pendant des années, parce que justement, il avait décidé, on parle d'altruisme, mais il avait décidé de dire, bah, non, tant pis, je vais me fâcher avec des gens, mais il faut que les dessinateurs aient le droit de récupérer leurs planches, il faut qu'ils aient le droit de pouvoir syndiquer, il faut que, etc. Et il s'est battu aussi comme un diable là-dessus. Donc c'est vrai que les pertes de Perez et de Neil Adams, c'est des pertes artistiques, mais c'est aussi des pertes humaines considérables dans l'industrie des comics. Du coup, moi, juste pour
pour rebondir sur pour rebondir sur cet aspect-là aussi, moi j'aurais du coup, je trouve que ça aurait pu être une bonne transition pour évoquer aussi l'aspect un peu progressiste en fait de son travail, parce que justement c'est un auteur qui a, vous avez déjà beaucoup parlé du run de Wonder Woman du coup qui est important pour beaucoup de lecteurs et de lectrices aussi, notamment Arnaud, quand tu parlais de certains auteurs que je trouve parlaient, j'avais trouvé que tout ce que Gail Simmons avait dit justement sur l'influence de Perez sur son travail et sur le fait qu'elle-même en fait avait eu l'honneur de travailler avec lui, tout ça c'était aussi des choses qui étaient très touchantes. Et pareil avec les New Teen Titans, justement il y a même si j'imagine que c'est avec Mark Wolfman aussi qu'ils ont créé les personnages, mais il y a toujours cette volonté de mettre en avant des héroïnes, des hommes issus de diversité. Cyborg il est afro-américain. Aussi, dès le début de son travail chez Marvel, il va créer le personnage de White Tiger aussi, qui est le premier personnage portoricain, sachant que lui-même est portoricain. Alors c'est pas un immense personnage, c'est pas qu'il n'y a pas eu des runs ou quoi que ce soit, mais on voit dès le départ de sa carrière qu'il a quand même ce souci-là de ne pas montrer que des hommes blancs ou quoi dans ses histoires et de toujours mettre en avant du coup la diversité du monde et des lecteurs et des lectrices, quoi. Et du coup j'aurais vous entendre vite fait peut-être là-dessus si vous aviez des choses à rajouter, mais voilà, mais je trouvais que c'est avec la générosité en tout cas qu'il avait l'air d'afficher en fait dans sa vie et tout ça, je trouve que c'est des choses qui s'y rejoignent aussi en parallèle du fait que son trait lui-même est ultra généreux en fait, où il en met partout, il y a des héros partout, ça explose de tous les côtés, il y a des super-héros partout et tout ça, donc voilà, je vous redonne la parole. C'est vrai que niveau représentation, déjà le personnage féminin, là il y a Sirène, c'est que des personnages féminins. Alors il me semble que c'était Crimson Plague, ça s'appelait. Crimson Blood. Chez Event Comics. Donc on est en 98-99. Et c'était aussi un personnage féminin. Donc c'est quelque chose. Ensuite je connaissais pas du tout Guerrilla Comics, donc je sais pas du tout ce qu'il a fait. Mais ça a l'air d'être quelque chose qui l'a beaucoup touché. Et en plus, on parlait tout à l'heure de John Byrne, mais le truc c'est que Perez, lui en fait, Byrne en fait, il est toujours revenu en fait sur sa carrière et on a l'impression que plein de choses en fait, il essayait toujours de revenir sur des choses qu'il n'a pas pu réaliser avant et il est toujours en train en fait de regarder dans le passé en fait. Alors que Perez en fait, soit Sirens, je n'ai pas tout lu, j'ai lu un ou deux épisodes, ou la série très vite avortée chez Event Comics, c'est vraiment des choses nouvelles qu'il proposait. C'est pas une redite de Wonder Woman, c'est pas une tentative de refaire du New Teen Titans. Et finalement en fait le côté on l'invite pour faire des choses hommages, c'est vraiment en fait DC qui va surtout en abuser. Mais c'est des choix éditoriaux et lui ça lui fait plaisir parce que même ses personnages, il a aimé l'histoire qu'il a racontée. Donc c'est normal de le revoir en fait sur Wonder Woman plus tard ou sur Infinite Crisis. Donc voilà. Et donc c'est vrai que c'est assez rigolo de voir que c'est quelqu'un qui a vraiment en fait décidé de travailler sur des personnages féminins alors que c'est plus et qui le fait bien en plus parce que Wonder Woman c'est vraiment un personnage qui a du charisme, qui a une représentation, etc. Donc c'est assez cool. Et pour la représentation de Cyborg aussi, et pour la représentation de Cyborg, je pense que le truc que je trouve assez chouette, c'est la coiffure qu'il lui donne. En fait, il y avait tout un débat. Il y a tout un débat en fait sur la représentation des Afro-Américains dans les comics et sur leurs cheveux en fait. Alors il y a des termes techniques et qui font qu'ils n'ont pas la même chevelure que moi. Et non, ah oui, moi je suis blanc donc non puis alors il va falloir que tu le saches. Merde. Qui ne peuvent pas trop parler de cheveux, je crois. Et en fait, le truc c'est que Cyborg, lui, en fait, il a vraiment en fait cette représentation assez fidèle en fait des coiffures afro-américaines. Et il a vraiment tenté en fait et c'était pareil pour Triathlon Man, je crois. Non, Triathlon tout court. Triathlon, c'est dans les Avengers.
où il y a vraiment en fait cette recherche en fait de représenter en fait le plus fidèlement possible des personnages de couleur, et c'est quand même assez cool, et voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. Mais d'ailleurs, alors, tu me fais une transition formidable en parlant de triathlon, dans le sens où alors c'est un personnage assez secondaire d'Avengers, mais qui est introduit du coup par Busiek dans son run sur Avengers, parce qu'en fait, il est introduit comme un quota de diversité, en fait. Et le truc, c'est que il y a réellement une discussion dans les pages sur le Iron Man qui dit non mais on n'a pas besoin de quota de diversité, c'est n'importe quoi, etc. D'autres personnages qui vont dire oui mais en fait c'est pas forcément un mal dans le sens où et il y a tout un dialogue là-dessus sur une réflexion autour justement de la représentativité d'une équipe comme les Avengers in universe, donc par Busiek, voilà. Mais en fait ce qui est marrant c'est forcément, quand on parle de choix scénaristiques comme ça, on va parler forcément plus du scénariste. Mais au bout du compte, quand on voit que les scénaristes avec lesquels il a noué des amitiés, avec lesquels il a travaillé à intervalles très réguliers, sont des gens comme Wolfman, comme Busiek, comme Wade, etc. Donc des personnes très progressistes et qui ont une vision du monde très vers la diversité et tout ça. Bon, forcément, le lien est facile à faire aussi sur le fait que le dessinateur se retrouve aussi dans ce qui est dit là-dedans. Surtout que, comme tu le signalais, oui, un de ses premiers faits d'armes est de créer White Tiger, donc le premier super-héros portoricain. Voilà, il y a vraiment quelque chose à la fois de conscient dans ses choix créatifs, quand il est scénariste sur Wonder Woman, sur Sirens, sur du coup co-créateur de personnages, et à la fois aussi moins dans ses choix du coup, ou alors dans les choix qui sont faits des projets avec lesquels il a travaillé, avec des scénaristes, on va dire, labellisés comme progressistes, et du coup, oui, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose qui a un fil rouge sur l'ensemble de sa carrière. Et il y a aussi un autre truc, c'est que lui, il fait partie d'une génération où les scénaristes, quand ils commencent à travailler sur des long runs en fait avec un artiste, ils font pas en fait de scénario dans leur coin, et le scénariste va juste poser des trucs. Et en fait, il y a vraiment une conversation qui se fait. Chris Claremont faisait beaucoup, apparemment Wolfman aussi, de savoir qu'est-ce que en fait le dessinateur veut dessiner, qu'est-ce qu'il veut raconter à travers le dessin, etc. Et essayer de trouver en fait justement quoi écrire en fonction de ce que le dessinateur veut dessiner. Et alors, du coup ensuite sur un run comme New Titans qui est comme un sacré fleuve, il y a une complicité qui se crée en fait de toute façon naturellement, mais il y a vraiment aussi la base aussi une recherche. Et j'imagine que Busiek, quand en fait il va commencer à écrire pour Avengers, je sais pas comment Perez est arrivé dans le projet, mais à savoir qu'il bosse avec Perez, c'est le fait qu'il y ait autant d'Avengers, c'est parce qu'il y a Perez à mon avis. Tu vois. C'est pas un truc, il aurait été avec Robbie Fett, il n'aurait pas demandé de dessiner autant de... Cyril, son but, c'est de lancer le plus possible de polémiques envers des dessinateurs qui n'ont rien à voir avec Perez. Non, mais il y aurait un autre dessinateur, c'est peut-être pas aussi évident qu'il aurait eu un aussi large casting, par exemple. Et mais c'est vrai que d'ailleurs, là, je fais un lien aussi, c'est que la représentation de Scarlet Witch dans Avengers est une remise à niveau, en essayant de la relier plus à ses origines roms, avec du coup ça se retrouve dans le costume, ça se retrouve aussi même dans la manière de dessiner Wanda, donc il y a même là-dessus on retrouve quelque chose où il y a eu un vrai travail collaboratif entre Busiek et Perez. D'ailleurs, me semble-t-il qu'à la base, en fait,
Que, me semble-t-il qu'à la base, en fait, c'est Marvel qui avait proposé à Perez en fait, de faire un run sur les Avengers et qui lui avait proposé de l'écrire et de le dessiner, comme sur son Wonder Man. Alors, je dis peut-être une bêtise, c'est une information qui me semble parvenir de très loin, mais que justement, lui, je crois, ne se sentait pas de porter un titre comme ça, en fait, à bout de bras tout seul, et que c'est à partir de ce moment-là où je crois que Busiek est rentré dans la balance, sachant que lui, justement, venait un petit peu de cartonner avec Marvels et avec les Thunderbolts. Enfin, en tout cas, il était un petit peu avec les Thunderbolts. En tout cas, En tout cas, ce que tu dis je crois me rappeler de la même chose maintenant que tu t'en parles. Donc oui, ça semble être le vrai cheminement. Ouais. Et du coup, peut-être maintenant on pourrait juste évoquer peut-être les auteurs en fait, et que vous avez commencé à amorcer ça tout à l'heure, mais peut-être justement les artistes qui ont été influencés par son œuvre et quels artistes en fait on pourrait étiqueter comme étant des héritiers, alors que ce soit peut-être scénaristiquement ou plus graphiquement, ça sera plus évident peut-être. Ouais, c'est vrai que là, moi, spontanément, il y a toute une école de dessin très j'ai envie de dire, dans le pointillisme, quoi, qui me fait tout de suite penser à Pérez. Alors, un auquel j'avais pas du tout pensé avant la table ronde, mais que tu as cité quasiment au tout début, c'est Don Rosa, en fait, sur Picsou, quoi, qui en fait a un style qui est... Si on me disait que Pérez, il a lu du Pérez et que c'est une influence, je tomberais pas des nues en fait du tout. Et après plus dans du comics classique de super-héros, pour moi ça a irrigué énormément de dessinateurs comme Bradshaw, comme Frank Whiteley, pareil, je sais pas s'il y a une filiation directe, mais je serais pas complètement surpris. Voilà, il y a toute une école comme ça, Aaron Kuder, des dessinateurs comme ça, où on retrouve ce côté très détaillé, j'ai envie de dire avec des petits traits, mais ce style-là, je trouve qu'il y a une filiation assez directe et assez évidente pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que Aaron Kuder, j'avais pas pensé, ça n'a pas venu naturellement, mais je me rappelle des couvertures qu'il fait pour Avengers Forever, sa série actuelle. Et c'est vrai qu'il y a un peu cette recherche de trouver le look au personnage, et pas en fait, il n'a pas une manière de dessiner des personnages, en fait, il essaie d'attribuer. Et là, il a fait un look à un personnage, et là, il a fait une cover avec plein de Captain Marvel, donc Carol Danvers, et dans des looks différents, et je trouve que ça marche vachement bien parce que tu sais que c'est vraiment Carol Danvers, et je trouve qu'il a vraiment en fait trouvé la patte pour dessiner Carol Danvers, et du coup c'est un peu une manière de faire à la George Pérez. Il y a Fiji Jiménez aussi qui a fait Infinite Crisis, qui clairement en fait sur Infinite Crisis prend un style qui s'en approche le plus possible. Il a vraiment en fait des petites dérivations de son style à lui, et j'ai l'impression que ça l'a grandi en plus. C'est vraiment, j'adore Phil Jiménez depuis très très longtemps. Je trouve que ses New X-Men sont vraiment très très beaux, mais son Infinite Crisis, en fait, je trouve que après tout ce qu'il a fait était encore plus joli, et voilà. Et en plus ça, donc avec Wonder Woman Historia, où c'est incroyablement beau ce qu'il fait. Il y a aussi cet hommage à George Pérez dedans. Donc, moi, je cite très volontiers Phil Jiménez. Je n'ai pas forcément plus d'artistes à évoquer parce que je suis pas, en fait, c'est vrai que j'arrive pas forcément à me dire sur tout ce que j'ai vu récemment, en fait, qu'est-ce qui m'évoque directement Pérez, mais même quand je vois les couvertures, je me dis que de toute façon l'influence a été sur elle. Enfin, moi je vois très bien même des Jim Lee avoir été influencé par Pérez dans la construction des corps. La façon, alors après avec des dérivations sur plus hypertrophier des muscles et bodybuilding, mais j'imagine très bien qu'un grand nombre des artistes des années 90 en fait ont été considérablement influencés par le travail de George Pérez. Et de toute façon en fait c'est que même chez des artistes qui n'ont pas du tout son style, en fait on sait que c'est plus par exemple dans sa composition, en fait, dans son découpage ou dans la façon de gérer des scènes avec énormément de personnages, que il a été une influence, parce que pareil, je reviens, enfin, pas être morbide, mais en revenant sur tous les témoignages en fait des artistes
qui ont été partagés sur les réseaux à l'annonce de la mort de Pérez. En fait, tu vois qu'après, il y a plusieurs qui disent clairement, lui, c'est lui qui m'a influencé dans mon travail, tout ça. Sauf qu'après, tu dis, bah attends, mais quand toi tu dessines, ça ressemble pas du tout à du Pérez. Donc, c'est-à-dire que l'influence, ça se retrouve ailleurs, en fait. C'est pas juste une question de style, parce qu'après, on peut aussi être franc et se dire que le style de dessin de Pérez, enfin, c'est daté. Enfin, ça sent une autre époque aussi, une autre école de dessin, et une autre, une époque qui voyait des comics publiés d'une certaine façon. Par contre, peut-être que ça se retrouvera pas dans l'allure graphique, mais plus dans une façon de composer ses planches, dans la façon de gérer le nombre de personnages sur une page. Et forcément, il y a des artistes qui arrivent à le faire plus ou moins que d'autres. Donc voilà, réponse de politique. Là, ça juste parce que j'arrive pas à citer des noms là. Non mais ce qui est marrant, c'est que tu cites Jim Lee, et moi du coup, pour vraiment parler de l'aspect graphique, ça m'a fait penser aussi à Todd McFarlane du coup, et il y a ce côté aussi très foisonnant, très Il fait plein de traits aussi. ouais, plein de traits. Non mais je trouve qu'il y a vraiment Attends, la Mary Jane, c'est Starfire. Ouais, c'est ça, le côté les choucroutes de cheveux là comme ça. C'est vrai qu'il y a ce truc là, donc c'est vrai que pareil, je serais pas étonné que ça soit une influence plus ou moins directe, quoi. Mais c'est vrai que, comme tu dis, et je fais le parallèle, mais c'est vrai que Neil Adams et Pérez ont tous les deux cassé énormément de codes narratifs des générations précédentes, et ont commencé à ouvrir en fait vachement la narration comics vers d'autres choses. Et c'est vrai que ils ont tous les deux infusé énormément chez des artistes où on ne retrouve pas forcément directement, comme tu dis, la patte graphique, mais où ils vont avoir nourri la manière de composer la page, etc. Au tout début de la table ronde, je parlais du fait de, si je dis pas de bêtises, c'est le Doctor Strange qu'on voit de profil comme ça, où on voit sa cape, et c'est ça qui sert en fait de transition vers d'autres cases au début du Gant de l'Infini. Et c'est vrai que ce type de composition avec un personnage qui va se découper et qui va donner lieu à d'autres cases derrière, c'est quelque chose qui était pas très fréquent et qui l'est devenu maintenant, qu'on retrouve un peu partout, quoi. Donc après, est-ce que c'est lui qui l'a inventé? Je ne sais pas. Ça, t'as déjà dit un truc. Ouais, moi je balance des trucs comme ça, j'hésite pas. Non, mais tout ça pour dire que je pense que oui, Pérez et Neil Adams ont eu des influences très profondes sur tous les dessinateurs qu'on connaît actuellement. Oui, non, mais c'est marrant, après sur la reprise des codes un petit peu narratifs, on peut le voir même là assez récemment avec l'événement, je ne sais pas si vous avez suivi avec le prochain gros événement DC Comics, Dark Crisis, et on voit dès les planches en fait qui ont déjà été montrées, dès la planche d'intro, qu'ils reprennent en fait carrément lui sa manière qu'il avait de Pérez de composer les cases sur Crisis. Notamment cette idée en fait où on va commencer avec une petite case et qu'elle va se dérouler en fait au fur et à mesure en s'agrandissant. Et ça c'est dans la planche qui a été montrée, on voit le serment de Robin avec Batman. Je trouve qu'on a eu, enfin pour moi quand je l'ai vu, j'ai vu un hommage direct à Crisis on Infinite Earths, ne serait-ce que thématiquement parce que c'est une nouvelle crise de DC. Et juste avant dans le numéro The Death of the Justice League, il y a un moment, il y a un personnage qui meurt, et sa manière de mourir avec une case qui devient de plus en plus petite jusqu'à s'effacer, c'est la mort de Flash dans Crisis on Infinite Earths. Donc c'est vrai qu'on retrouve, toute sa narration a nourri des décennies et des décennies de scénaristes et de dessinateurs. Non, c'est fortement intéressant. Est-ce que, peut-être parce que ça fait quand même maintenant un petit peu plus d'une heure qu'on parle, on avait prévu du coup jusqu'à 2 heures, peut-être si moi j'étais un petit peu arrivé au bout en tout cas des grands thèmes que je voulais évoquer, peut-être est-ce que si vous, il y avait des idées dont on n'avait pas encore parlé, que vous auriez aimé mettre en avant, des choses que vous auriez... S'il y a des questions dans le public. Voilà. Non, mais voilà, avant de passer aux questions au public, voilà, est-ce que vous avez encore des choses sur le cœur à dire ou est-ce qu'on... Moi, je dis ce que j'allais dire sur le côté admirable de son combat public contre le cancer. C'était ce qui me tenait à cœur. Je crois qu'on a pour moi là comme ça spontanément, je pense que suffirait pas de grand chose pour me relancer sur 12 000 trucs, mais là comme ça il y a rien qui me vient, mais
voilà, Non, artiste iconique. Non, mais en fait, c'est vrai que si juste un truc sur les influences, je pense aussi qu'il a dû que en fait mine de rien, les artistes aussi ils s'influencent en fait mutuellement de génération en génération. On essaie de trouver des héritiers, mais en fait ça s'ouvre en fait. Alors j'avais lu un truc comme ça et je me demande si c'était pas sur Pérez. Qui disait que c'était un artiste qui disait que chaque fois qu'il voyait en fait les planches d'un autre artiste de sa génération en fait, lui ça le challengeait en fait et il se disait waouh mais comment il essayait de faire ça, il essayait en fait de s'améliorer continuellement en fait pour essayer d'atteindre ce niveau d'excellence. Je crois que c'était sur PS. Je crois, ça me dit aussi quelque chose. Et du coup c'est peut-être Walter Simonson en fait d'ailleurs. C'est peut-être lui à propos de Pérez justement. Et qui a en plus illustré justement New Teen Titans avec les X-Men dans le crossover des années 80. Et du coup, c'était. Je pense que il y a, pour rejoindre en fait ce que tu disais, avec ton côté bien politiquement correct, que en fait, les influences ne sont pas forcément directes, mais parce que Simonson et Perez ont clairement pas le même style de dessin, mais que en fait niveau narration sur le découpage etc, les bouquets aussi et ces bouquets de visage comme dans New Teen Titans volume 2 merci où je trouve ça vraiment absolument magnifique tous ces découpages avec des visages, ce que tu disais sur Doctor Strange, hein, qui forment en fait un autre décor qui ensuite tous ces trucs qui se mettons S'accumule, merci. Voilà. Et voilà. Et je pense que aussi l'autre truc, c'est que il a offert des planches qui sont clairement iconiques. La pose des New Teen Titans là, c'est vraiment en fait l'image qu'on a des New Teen Titans. Et sur le Oui. ça et la mort de Flash qui a été reprise 1000 fois. La couverture, là c'est Alex Ross, mais la couverture originale de la mort de Supergirl qui a été reprise aussi un paquet de fois. D'ailleurs, il y a une photo de George Perez qui tient une cosplayeuse de Supergirl dans une Comic-Con, comme s'il était Superman en train de pleurer la mort de Supergirl qui est assez légendaire. Voilà, et donc c'est ça aussi George Perez, c'est un ensemble de cases, de pages qui vont rester dans la mémoire et qui restent dans les archives des comics et qu'on reverra de manière détournée. Ouais, c'est devenu pop, vraiment. Ouais, vraiment. C'est ça qui est formidable chez lui aussi. Voilà, c'était tout pour moi. Bah, peut-être si dans le public vous aviez des questions, que vous aviez envie de peut-être de dire vous, des choses que vous aviez envie de dire sur Perez ou quoi que ce soit, allez-y, c'est votre moment. Non, juste pour savoir, du coup, là, on a pas mal parlé de Marvel et DC, mais en Indé, il a pas fait énormément de... Non. À part, du coup, Siren. Non, en fait, comme on l'a évoqué à un moment, il y a ce moment où justement il passe pour une diva du coup après War of the Gods et le Gant de l'Infini, et il monte Gorilla Comics, donc qui est un truc 100% qui détient à 100% avec d'autres dessinateurs de mémoire, mais qui n'aboutit vraiment jamais au-delà de quelques projets semi-avortés. Derrière, il participe du coup à Even Comics, et après ça, il revient chez Marvel et DC. Après, il y a Sirens du coup chez Boom, et je crois que c'est à peu près tout en créateur et indé. Il a assez peu participé à d'autres projets de mémoire. Je sais pas si. Non, Il était déjà bien occupé de chez Ouais, c'est ça. Comme je disais, en plus, il avait un peu une triple casquette. Du coup, scénariste, dessinateur et encreur. Du coup, on l'a retrouvé. Il s'occupait aussi de l'ancrage sur d'autres séries. On a évoqué le retour sur les. Alors, ça s'appelait plus New Teen Titans, ça s'appelait The New Titans, avec Dan Jurgens, du coup, qui était au scénario et au dessin. Sauf que
par Pérez, merci. Et du coup, voilà, le côté ancrage, c'était vraiment pas anecdotique chez lui. Ça l'a suivi aussi toute sa carrière, et ce qui fait que, vu son style très détaillé, l'ancrage était très détaillé, et du coup, c'est vrai que ça lui prenait du temps aussi, donc c'était pas... voilà, avec ces 3 casquettes, c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé chez Marvel et DC de manière continue, et du coup, depuis les années 70, ça a fait qu'il a assez peu bossé en indé ou créateur. Et en plus, c'est vrai qu'il avait aussi sa casquette chez Hero Initiative. Et c'est vrai qu'en fait, quand on réfléchit, il n'a pas été invité par les gens d'Image, qui, je pense, auraient accueilli volontiers. Donc je pense qu'il doit vraiment être bien occupé. Parce que Image Comics, au début, en fait, au-delà de créer leur propre série, ils invitaient beaucoup de gens en fait à participer. Et je me rappelle pas en fait avoir vu des Wildstorm ou du Extreme Studio du Pérez arriver. Non, mais par contre, je viens de me rappeler, il a bossé pour CrossGen aussi. Oui. Il a fait une série qui était censée être une ongoing, dont je ne vais pas me rappeler du tout du nom, mais qui s'est arrêtée, je crois, à l'épisode 8, parce que c'est le moment où CrossGen a mis la clé sous la porte pour banqueroute. Voilà. Mais du coup, il a aussi bossé pour CrossGen un peu. Pareil, c'était à peu près la même époque que Gorilla Event, c'est ce moment-là. Donc ouais, on oublie peut-être un ou deux trucs comme ça, mais c'est vrai que c'est resté anecdotique parce que... Par rapport au reste de sa carrière. Et puis il faut dire qu'il y a un truc sur les comics indés, c'est que la naissance de la partie la plus visible des comics indés, ça reste quand même à partir des années 90. Et du coup, en fait, Je me permets de... C'était Solus chez CrossGen. Voilà, merci. Et c'est vrai qu'il y avait aussi un truc temporel où, mine de rien, outre son cancer, Pérez, il a eu aussi des problèmes d'yeux qui ont commencé à se manifester ces 10-15 dernières années, et où du coup il a diminué aussi sa production pour ces raisons-là, et du coup ce qui fait que ça a fait peut-être en sorte qu'il y a eu moins de possibilités d'aller vers l'indé cette dernière décennie. Et peut-être aussi que le truc, c'est que lui, il était fan de super-héros, et parce que par exemple, un Barry Windsor-Smith, dès lors qu'il s'est pris la tête avec Marvel et DC, qu'il en a eu marre en tout cas de ce système, il est vite parti en fait à créer ses propres trucs, et de son côté, c'est un peu pareil pour John Byrne ou Mike Mignola quelque part. Mais peut-être que Pérez, lui, je mets vraiment du conditionnel, mais peut-être que lui, ce qu'il voulait, c'était justement raconter en fait l'histoire de ces personnages iconiques avec qui il a grandi et qu'il aimait tant. Écoutez, voilà. Ouais. Non, est-ce que vous aviez des choses à rajouter dans le public ? Non. Je pense qu'on peut conclure cette table ronde sur ça alors. Du coup, beaucoup de choses super. Je remercie vraiment beaucoup mes invités de nous avoir donné un petit peu de temps pour venir parler de George Pérez devant nous, et c'était vraiment passionnant et vraiment super, et que j'espère que vous aurez apprécié aussi, et merci à vous aussi de vous être déplacés pour venir nous voir. Donc voilà, merci pour tout, et puis peut-être une prochaine fois. Merci.